Bonsoir à toutes et à tous. Notamment la quatrième session de ce cycle de conférences sur ville et incertitude, organisée à l'École d'urbanisme de Paris avec une forte contribution des étudiants du master d'urbanisme et d'aménagement. Et ce soir, nous recevons Yannick Lorty, qui est économiste, qui est professeur à l'université Gustave Eiffel et qui est un des grands spécialistes de l'analyse des discriminations et des mécanismes discriminatoires, avec pas mal de travaux surtout sur les mécanismes discriminatoires dans l'accès à l'emploi, mais aussi sur l'accès au logement, et c'est de cela que nous allons parler ce soir. En développant un point particulièrement intéressant, me semble-t-il, des méthodes de travail de Yannick dans ses analyses des discriminations, qui est le testing comme méthode de mesure de ces discriminations. Ça sera le premier temps de la séance qui dure 1 heure, donc le temps est serré. Un deuxième temps qui sera un temps de questions-réponses, hein, où le public et peut-être particulièrement le groupe de 14 étudiants qui ont participé à l'organisation de cette session poseront quelques questions, un petit échange avec Yannick Lorty. Et puis dans un troisième temps, nous nous sommes demandé un petit peu avec ces 14 étudiants comment on pouvait faire un retour d'expérience en quelque sorte sur cette question de l'accès au logement, au-delà de la question stricte de la discrimination, à faire à des étudiants qui ont tous un petit peu plus de 20 ans, qui sont en formation Bac+4 minimum, et qui pour beaucoup d'entre eux ont été confrontés à la question de l'accès au logement. Et ce que nous avons décidé de faire, c'était de rendre compte de la diversité de ces expériences d'accès au logement au sein de ce groupe non représentatif, mais fort intéressant, m'a-t-il semblé, d'étudiants de l'École d'urbanisme de Paris. Donc un programme serré. Je laisse tout de suite la parole à Yannick Lorty, qui va partager son écran. Merci beaucoup, Jean-Claude. Donc effectivement, moi je viens aujourd'hui en voisin. Hein. Je vous remercie pour l'invitation de l'École d'urbanisme de Paris et pour donc l'excellence de l'organisation par les étudiants. Là, je prends vraiment des leçons, hein, inspirantes pour mon propre master. Je liste au sein de l'UFR sciences économiques et gestion, donc au sein de l'IAE Gustave Eiffel. Donc, et effectivement, j'ai comme caractéristique aussi d'être directeur d'une fédération de recherche du CNRS. Une fédération de recherche, c'est un groupement de laboratoires. En fait, on réunit 10 laboratoires d'économie, de gestion, de sociologie, avec comme thème principal l'évaluation des politiques publiques. Et donc, on est en fait un groupement de chercheurs de taille nationale, mais qui a pour établissement principal l'Université Gustave Eiffel. Et on déploie donc des méthodologies de recherche permettant d'évaluer des politiques publiques. Et on a dans cette fédération un groupe de chercheurs. Je ne suis pas tout seul, loin de là. Hein, c'est un groupe de chercheurs qu'on a intitulé Géode, c'est vraiment une vingtaine. Et depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, en fait, on a développé effectivement et appliqué donc, des méthodes de recherche permettant d'une part de mesurer des discriminations, permettant aussi d'interpréter les causes des phénomènes et puis permettant aussi parfois d'évaluer des actions de politique publique, de remédiation, de prévention, de sensibilisation, disons, de lutte contre les discriminations. Et on travaille beaucoup essentiellement pour les pouvoirs publics, pour beaucoup de ministères, pour le défenseur des droits, qui nous commandent enfin, des opérations de recherche. Et puis souvent, on répond aussi à des appels à projets orientés recherche sur la thématique des discriminations. Alors, je vais commencer par, disons, poser quelques définitions, hein, et puis après, je vous présenterai des résultats de travaux de recherche récents sur cette thématique des discriminations appliquées au marché du logement. Parce que c'est vrai, Jean-Claude l'a dit, je suis, moi d'abord, un expert du marché du travail, et je suis vraiment presque par un pas de côté plus intéressé méthodologiquement plutôt que
intéressés par la thématique même du logement, hein. C'est parce qu'en en fait, on a considéré que c'était assez intéressant de déployer les opérations de testing sur le marché du logement. En fait, c'est presque plus facile que sur le marché du travail, et donc on a réalisé pas mal de travaux dans cette direction. Alors, on va parler de discrimination. Donc, il faut d'abord dire qu'il y a une définition juridique des discriminations, parce que discrimination, c'est un délit, hein, c'est un crime au sens du code pénal, et donc il y a une définition juridique. Et puis, il y a une définition peut-être plus générale en sciences sociales, et donc je pense que c'est bien d'avoir les deux définitions. Donc, en droit, une discrimination, c'est une différence de traitement fondée sur prohibé, un critère illicite, qui est déjà défini par avance, hein, qui est explicitement prédéfini dans un domaine donné, un domaine qui est aussi prédéfini par le droit. Ça peut être par exemple l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès aux soins, l'accès à des services publics, hein. Et donc, on parle de discrimination quand, effectivement, il y a un critère personnel prohibé, je vais montrer tous les critères dans un instant, qui est intervenu et qui a causé une différence de traitement entre deux candidats dans l'accès à le marché du travail, le marché du logement. Alors, les juristes distinguent des discriminations directes, discrimination indirecte et le harcèlement discriminatoire. Je ne vais pas rentrer dans toutes les définitions, je pense que ce n'est pas utile, mais on va parler ce soir essentiellement de discrimination directe sur le marché du logement. Et donc, en cas de discrimination, le premier réflexe, hein, ça doit être de contacter le défenseur des droits, d'essayer de faire une réclamation auprès du défenseur des droits. On peut le saisir. Et puis, il y a le code pénal qui sont monétaires, mais aussi des risques de prison pour les discriminants qui sont extrêmement lourdes. Et donc, on parle d'un délit lourdement pénalisé. Alors, le délit s'applique à un grand nombre de critères, en fait. Les juristes parlent même d'une inflation de critères de discrimination, hein. Aujourd'hui, on a plus de 20 critères de discrimination. Ces critères, c'est par exemple l'âge, l'apparence physique, l'état de santé, mais aussi les convictions religieuses, hein, les opinions politiques, l'engagement syndical, l'orientation sexuelle. Et donc, sur aucun de ces critères ne peut être utilisé lors de l'accès d'une personne à un logement ou lors de l'accès d'une personne à un emploi, hein. On ne peut pas mobiliser ces critères à des fins de sélection dans l'accès des personnes à ces différents domaines. Donc, on voit qu'il y a une grande variété en fait, de sujets, hein, de discrimination. Puis quand on regarde un peu chaque critère, en fait, chaque critère est différent. Quand on raisonne sur chaque critère a sa spécificité. Dans ces critères, il y a des critères qui sont visibles, d'autres pas. Il y a des critères qui sont dans les bases de données administratives, d'autres pas, notamment par exemple le sexe ou l'âge, c'est des critères qu'on peut facilement renseigner. Il y a des critères qui sont invisibles, il y a des critères qui sont révélés. Et donc, il y a toute une particulière pour chacun des critères. Donc, ce n'est pas la même chose d'étudier les discriminations, par exemple, en raison du handicap, d'étudier les discriminations en raison de l'origine, ou d'étudier les discriminations en raison du sexe. Ça peut être des logiques différentes et des façons d'administrer la preuve ou de mesurer qui peuvent être un peu différentes. Alors, en économie et plus généralement dans les sciences sociales, en fait, on n'a pas le rigorisme des juristes. En fait, on va parler de discrimination de façon plus générale quand il y a une différence de traitement entre les individus qui ont des caractéristiques semblables du point de vue de l'aptitude, de leur aptitude à accéder à la ressource sur le marché du travail ou la même aptitude à payer son loyer sur le marché du logement. Et quand ces individus donc, vont être confrontés à un traitement différent. Il y a un économiste qui a eu le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, qui est James Heckman, qui est sans doute l'économiste le plus connu dans le champ de l'évaluation, des méthodes d'évaluation des politiques publiques, des méthodes expérimentales, quasi expérimentales. Et James Heckman a écrit un article célèbre sur les discriminations qui fait référence. Et il parle du marché du travail, mais il dit qu'il y a discrimination quand une entreprise ne réserve pas les mêmes attributs, par exemple accès à l'emploi, accès à la formation, accès à un niveau de salaire, à deux travailleurs qui ont les mêmes productivités, les mêmes caractéristiques productives, hein, mais qui sont dissemblables sur la base d'un critère particulier, personnel, qui les distingue. Et donc ça renvoie aux critères prohibés. Mais on peut parler de discrimination dès qu'une caractéristique personnelle intervient, qu'elle ait ou non été légalisée en quelque sorte ou prohibée par le droit.
Et donc, par exemple, on a fait des travaux sur les discriminations en fonction du lieu de résidence, dans l'accès à l'emploi, mais en fonction de l'adresse des candidats à l'emploi. Et on l'a fait avant même que l'adresse devienne un critère prohibé, puisque c'est en 2014 seulement que l'adresse est devenue un critère illicite. Et on a des travaux en sciences sociales, en économie, qui remontent avant cela. Juste une micro-parenthèse pour dire que pourquoi les économistes s'intéressent aux discriminations, il y a des tas de raisons, mais la principale, c'est que du point de vue d'un économiste, c'est vraiment une énigme, une discrimination, parce que c'est une anomalie de marché, en fait. Normalement, il ne devrait pas y avoir de discrimination, parce que ça paraît complètement irrationnel de discriminer, hein. C'est se priver, a priori, d'une source de profit. Pour un loueur ou pour un employeur, discriminer, ça paraît un comportement irrationnel. Et donc, c'est une énigme qui prend un contre-pied, un peu ce qu'on croit connaître du fonctionnement des marchés et des comportements des agents, des individus. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est intéressé par le fait de résoudre en fait, l'énigme des discriminations. Alors, en économie plus spécialement, il y a trois champs de recherche. La discrimination, c'est aussi une thématique intéressante parce que c'est une thématique qui est facilement pluridisciplinaire, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec des juristes, avec des politistes, avec des sociologues aussi. La sociologie des discriminations et l'économie des discriminations, elles peuvent s'emboîter assez bien. On peut faire du pluridisciplinaire facilement sur ce champ des discriminations. Alors, ce que font les économistes plus spécialement, ils ont emprunté en fait des méthodes qui ont d'abord été déployées par des sociologues dans les années 60-70 et ils les ont développées parce que c'est des méthodes de production des données. Donc, on appelle le test de situation. On l'appelle aujourd'hui plutôt le test de correspondance. En France, on parle plutôt de testing. Et donc, on fait beaucoup de méthodes de mesure des discriminations à l'aide de testing. Le principe du testing, vous le savez, hein, on y reviendra, c'est deux candidats fictifs qui sont semblables en tout point, sauf sur la base de la caractéristique dont on veut tester les faits. Et on va envoyer ces deux candidats fictifs en réponse à des vraies offres d'emploi, des vraies offres de logement. Et on va voir, on va constituer des bases de données pour voir s'il y a des différences de traitement entre ces deux candidats fictifs. Donc, en fait, on invente une opération piège. C'est le chercheur, ou disons l'évaluateur, qui invente cette opération piège, et cette opération a un caractère expérimental. C'est une expérience qui s'apparente en fait à une expérience de laboratoire, sauf qu'on est en grandeur nature, hein, dans le monde réel. Donc, on fait ces mesures de discrimination. Les économistes aussi ont proposé des interprétations des discriminations, des interprétations, disons, de discrimination consciente, qui peuvent être donc un caractère rationnel. Il y a les discriminations par les préférences qui ont été proposées par Gary Becker dans les années 50. Il y a les discriminations par l'information qui ont été proposées par Arrow et Phelps dans les années 70, au début des années 70. Ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination explicite, donc consciente. Et puis, il y a aussi, en économie, on est d'accord avec les psychologues et les sociologues pour dire qu'il y a, attention, il y a aussi des discriminations inconscientes. On peut être victime de stéréotypes à son insu, et donc on a aussi cette catégorie de discrimination implicite. Et puis, troisième registre, on est intéressé par l'évaluation des actions de lutte contre les discriminations, et j'en parlerai aussi un peu en fin de fait. On fait beaucoup de mesures, trop peu d'interprétations et très peu d'évaluation. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille, mais sur le terrain des discriminations, c'est vraiment impressionnant le contraste qu'il peut y avoir entre disons, l'ampleur des actions qui sont réalisées par des villes, par des entreprises, pour essayer de lutter contre les discriminations, les actions de sensibilisation, par exemple, ou de prévention, et le caractère absolument rare, voire inexistant, des évaluations, d'actions d'évaluation. Et donc, on a un véritable contraste assez intéressant, un déficit d'évaluation dans ce domaine. Alors, donc, on va parler de test de correspondance. Le test de correspondance, c'est une technologie de recueil des données qui permet effectivement de mesurer les discriminations. Je dirais même, et de façon un peu provocante, selon moi, c'est la seule méthode qui permet véritablement de mesurer des discriminations. Donc, avec le développement d'Internet, où les premiers contacts pour accéder à un logement ou pour accéder à un emploi se font par échange de courrier électronique, il est devenu très facile en fait de réaliser ces tests de correspondance. Et donc, dans la littérature internationale sur les discriminations, c'est la méthode
qui est devenue exponentielle, qui se développe énormément. C'est la méthode qui est devenue la plus utilisée partout. Donc, on mesure des discriminations directes et objectives. La difficulté, c'est que si on applique presque au pied de la lettre la définition de Huckman, on est confronté à une difficulté forte, qui est que dans le monde réel, en général, des individus semblables en tout point du point de vue de leur aptitude, par exemple de leur aptitude à occuper un logement, à satisfaire un propriétaire, disons, ou leur emploi, et à satisfaire un recruteur, eh bien, les caractéristiques, les individus sont de fait extrêmement dissemblables sur plein d'aspects. Trouver des individus semblables, ça n'existe pas dans le monde réel. On est tous différents sur plein d'aspects qui concourent à notre productivité dans l'entreprise ou qui concourent à notre qualité de locataire. Et donc, si on veut mesurer des discriminations, il faudrait avoir des individus semblables sur tous les aspects, sauf sur une caractéristique il n'existe pas dans le monde réel. Donc, on se dit, pour mesurer les discriminations, ce qu'il faut, c'est véritablement inventer un scénario dans lequel on va confronter un opérateur, un offreur, on va le confronter à deux clients fictifs, comme on dit en marketing, des clients mystères, qui ont les mêmes caractéristiques productives ou en termes d'aptitude, mais ils vont se distinguer sur une caractéristique personnelle. Donc, de fait, donc c'est ça l'idée du testing. Après, il y a des tas de variantes. On peut faire des tests Lille, on peut faire des candidatures spontanées, on peut faire des candidatures sur des demandes d'information. Enfin, il y a beaucoup de variantes, disons, dans cette méthode. Il faut bien avoir à l'esprit aussi que c'est une méthode statistique. Enfin, c'est comme ça que moi, je la considère, enfin, beaucoup de collègues aussi. C'est une méthode de construction de données. C'est pas la méthode judiciaire. C'est-à-dire les tests que nous, on produit n'ont pas de valeur judiciaire, n'ont pas de valeur probante auprès d'une cour pénale. Donc, ce soit d'abord, il faut qu'il y ait un plaignant, un vrai plaignant qui dise « moi, j'ai été discriminé » et qui puisse le prouver. Or, c'est extrêmement difficile à prouver, mais il faudrait effectivement que dans nos tests, on n'utilise pas les individus fictifs, mais des individus réels, et puis qu'on utilise, par exemple, qu'on les filme, qu'on recueille des informations qui permettent d'établir la culpabilité du discriminant. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on va tester un grand nombre d'entreprises, par exemple, ou un grand nombre d'offreurs de logement sur une région de l'an. Donc, tous nos tests sont partiels, ponctuels et localisés. C'est les trois limites en fait, de toutes les opérations de testing qu'il faut bien garder à l'esprit. Et on va donc tester à chaque fois, une seule fois, chaque offreur. On va tester une seule fois une entreprise, on va tester une seule fois une agence immobilière, par exemple, mais on va répéter ça 300, 3000, 5000 fois, de façon à constituer des données qui vont être significatives, représentatives en fait, du marché de l'emploi, du marché immobilier, et tel ou tel, c'est plutôt de produire de la connaissance sur l'état des lieux, de faire un état des lieux sur le marché. Alors, sur le logement, on a déjà eu plusieurs opérations de testing qui ont été réalisées. Dans le monde entier, il y a un survol récent d'Alexandre Flage qui a été publié en 2018 dans le Journal of Housing Economics, qui recense 30 études par test de correspondance et qui fait une méta-évaluation de ces études et trouve des résultats très intéressants. Il montre en particulier qu'on trouve effectivement des différences significatives de traitement, en particulier selon l'origine, selon la couleur de la peau, selon aussi le sexe. Il y a des différences entre les femmes et les hommes dans l'accès au logement selon cette étude. Et alors, si on raisonne uniquement dans le cas de la France, on a assez peu de travaux. On peut dire qu'il y a eu 5 publications, 5 travaux qui ont véritablement mesuré de façon objective des discriminations sur le marché du logement, donc le marché locatif privé, avec des méthodes de testing d'un groupe de chercheurs de Sciences Po en 2015 qui a 250 annonces en Île-de-France. Il y a donc une étude qu'on a réalisée à Paris sur 504 annonces en 2016. Il y a une étude réalisée par les Américains sur 300 annonces sur la France entière. Et puis, la dernière étude qu'on a publiée, c'est le projet Dalton pour discrimination dans l'accès au logement, un testing de couverture nationale qui, elle, porte sur 5000 annonces dans lesquelles on a envoyé 5 candidats, 25 000 observations. Donc, je vais vous parler un peu de ces différentes études. Avant de lancer l'opération Dalton, qui va nous permettre véritablement de
d'avancer dans ce qu'on appelle la géographie des discriminations en matière de logement. On a fait 2 études de prototypes, une en Nouvelle-Calédonie, l'autre à Paris. Et dans ces études prototypes, on a déployé à peu près le même protocole. Alors, pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est l'un des seuls espaces l'un des seuls territoires au sein de l'espace républicain statistique ethnique et on peut faire des opérations de testing. Donc, on a trouvé intéressant de se faire rencontrer en fait des statistiques ethniques avec des statistiques de testing. Donc, c'est un protocole très simple dans lequel on a 4 candidats à l'allocation. Il y a un candidat qui signale par son patronyme une origine franco-française, un candidat qui signale par son patronyme une origine maghrébine. Alors, maghrébine à Paris, kanak à Nouméa. Et on va avoir un binôme de profils équivalents, donc un franco et un kanak ou un maghrébin à Paris, mais qui ont un signal de qualité supplémentaire, un signal de stabilité de revenus. Ils vont dire qu'ils sont fonctionnaires. Et ce protocole a 4 profils. Les 4 candidats fictifs vont tous être envoyés simultanément ou presque en réponse à des mêmes offres de logement, va nous permettre de mesurer 2 à 2, donc l'effet de l'origine signalée par le patronyme, l'effet de l'origine lorsqu'on est fonctionnaire, et puis l'effet d'un signal de stabilité lorsqu'on est franco-français, l'effet d'un signal de stabilité lorsqu'on est maghrébin. Ça nous permet d'évaluer en quelque sorte le rendement de la stabilité, et on va voir si le rendement de la stabilité est le même pour un profil franco-français ou pour un profil de kanak ou de maghrébin. Donc, nos candidats envoient des petits messages simplement en réponse à des offres publiées. Et quand on exploite les données issues de ce type de messages, on voit qu'il y a des différences significatives dans les taux de succès de nos différents candidats, le pourcentage de fois où ils sont invités à venir visiter l'appartement, où ils sont invités à un entretien d'embauche sur le marché du travail. On a des différences significatives. On montre que ces différences sont plus fortes pour les particuliers que pour les agences immobilières, mais elles sont fortes également pour les agences immobilières. Et puis, avec le signal de stabilité, on sait identifier si les discriminations viennent plutôt des préférences, disons à la Becker, ou si elles viennent plutôt de l'information à la Haro-Phelps. En l'occurrence, à Paris, on montre que c'est plutôt du Becker qui domine. En termes courants, disons, ça correspond à de l'aversion pour des maghrébins, c'est-à-dire conclu en économie, qui correspond en fait à du racisme sur le marché du logement. En Nouvelle-Calédonie, on montre qu'avec le signal de rendement, on a des discriminations aussi assez importantes qui s'expliquent par des problèmes d'information. C'est parce que les loueurs pensent que les Kanaks ont des moindres revenus qu'ils ne vont pas les prendre. Et donc, peut-être une garantie de revenus, par exemple, une garantie de loyer pourrait avoir des effets positifs. Donc, je ne détaille pas si vous êtes intéressé par les études ou les résultats, vous pourrez trouver ça dans les transparents. Après, on a déployé ce protocole en grand format sur les 50 plus grandes aires urbaines en France, où on a répondu à 100 annonces immobilières dans chacune des 50 plus grandes aires urbaines de France, puis on a publié ça dans Économie et Statistique. Je signale aussi qu'on a fait d'autres travaux sur le marché du logement un peu en marge. On a regardé, par exemple, l'effet d'être une femme, une mère isolée sur le marché du logement parisien, donc effet sur un autre critère. Et puis, avec l'opération dite Diamant, l'opération précédente, c'est Pirate pour parents isolés recherche appartement. Et l'opération Diamant, on a mesuré les discriminations sur le marché du logement de loisirs, notamment l'accès à un hôtel, par exemple, ou l'accès à un camping. Alors, on a appliqué ce protocole en grand format. On a trouvé des différences significatives selon les profils. On trouve en fait des discriminations assez fortes sur le marché du travail. On a pu faire un peu la géographie des discriminations en mettant en évidence le fait qu'il y a certaines villes où on arrive à détecter plus facilement. Par exemple, c'est Perpignan, Limoges, Avignon, et d'autres villes dans lesquelles on ne parvient pas à détecter des discriminations. Donc, après, on a essayé d'expliquer ces différences avec des statistiques locales, notamment la composition des habitants, notamment les tensions sur le marché du logement. Mais c'est très difficile en fait de trouver des statistiques qui permettent d'interpréter les écarts des discriminations. Et on a le même phénomène d'ailleurs pour les discriminations dans l'accès à l'emploi en entreprise. On a beaucoup de mal à expliquer les discriminations. Donc, c'est peut-être moins des effets de territoire ou des effets de ville que des effets de personnes dans les villes. Et c'est moins les effets d'entreprise que des effets de personnes dans les entreprises. Et enfin, je voudrais juste finir
en signalant qu'on a fait aussi plus récemment, moi je trouve vraiment très très intéressant, enfin, donc, tout ce qu'on fait évidemment c'est passionnant, hein, mais cette étude encore plus puisque on a véritablement évalué une action de remédiation, une action de lutte contre les discriminations. Notre action, c'est simplement un courrier envoyé par le défenseur des droits à des agences immobilières, un courrier qui a une forme assez particulière. Je ne sais pas si, oui, j'ai le courrier, c'est un peu long, mais c'est un courrier qui dit à une agence, vous êtes en train de discriminer potentiellement, on pense que vous êtes suspecté de discriminer, vous êtes suivi et on vous rappelle qu'il y a des sanctions pénales relativement lourdes et voilà les risques que vous prenez. C'est un peu un courrier Adopi donné à des agences immobilières. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord identifié 300 agences immobilières qui étaient à risque discriminant parce que dans un premier testing, elles ont préféré le candidat franco-français plutôt que le candidat d'origine maghrébine. Et ensuite, on a tiré au sort, on a fait 2 groupes de 150 agences. À 150, on a envoyé le courrier et les 150 autres, on n'a pas envoyé le courrier. Puis on a refait, tous les 3 mois, on a refait des tests dans les 2 groupes d'agences et on a comparé ensuite l'évolution des différences de traitement dans les agences qui ont reçu le courrier et celles qui ne l'ont pas reçu. Et ce qu'on a trouvé, c'est un effet assez important en fait, du courrier. Donc, on le voit sur ce graphique. On a le groupe témoin, donc des agences qui n'ont pas reçu le courrier ici. Vous voyez ma flèche? Oui. Oui. Ouais. Le groupe témoin, donc vous voyez, il y a une différence significative dans le taux de succès entre le candidat franco-français et le candidat qui signale par son patronyme une origine maghrébine. On fait aussi des tests où on prend d'autres origines. Hein. On peut discuter les discriminations selon les origines, c'est assez intéressant aussi. Et donc, on compare. Par contre, dans la population des agences immobilières qui ont reçu le courrier, on voit qu'il y a une différence dans l'absolu, mais cette différence n'est plus statistiquement significative. C'est le cas 3 mois après avoir reçu le courrier, et c'est encore le cas 9 mois après. Là, je n'ai pas de différence dans les agences qui ont reçu le courrier. Vous voyez ce qu'elles font, elles répondent plus à tous les candidats. Elles répondent plus aux Français, elles répondent plus, enfin, tous les candidats sont présumés français, aux candidats d'origine franco-française, aux candidats d'origine maghrébine. Par contre, toujours des discriminations qui persistent. Et donc, on met en évidence le fait que ce courrier est un peu type Adopi, qui rappelle en fait la règle de droit et surtout qui crédibilise la menace de cette règle de droit en disant attention, vous êtes surveillé et donc il y a un risque de sanction. Eh bien, change les comportements et change durablement les comportements. On a refait aussi un test 15 mois après, et là, on ne voit plus de différence entre les agences qui ont reçu le courrier et celles qui n'ont pas reçu le courrier. Donc, l'effet du courrier dure au moins au-delà d'un an. Donc, ça, c'est des résultats intéressants. Oui. Le courrier quand même qui crédibilise la règle de droit, qui rend effectif hein, le risque d'être sanctionné, va modifier les comportements d'accès au logement par les agences immobilières. Et donc, on met en évidence cet effet. Voilà. Donc, au final, tous ces résultats sont intéressants du point de vue de la mesure des discriminations dans le parc privé. Le grand absent, c'est par contre le logement social, où c'est de fait techniquement très compliqué de mettre en œuvre des techniques de testing. On pourra peut-être en parler, mais c'est des choses sur lesquelles nous, on réfléchit. Et ce qu'on trouve dans tous ces tests, c'est qu'effectivement, il y a des discriminations qui sont importantes sur le marché du logement. Et donc, on est fondé, disons, à faire appel à l'action publique pour tenter de remédier à cette situation. Et donc, il y a beaucoup de mesures qui sont possibles. Il y a des mesures de sensibilisation, d'information, il y a de répression. Et c'est intéressant, c'est tout un chantier de tenter d'évaluer ces différentes mesures. Voilà. Et je vous remercie, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Yannick. C'est une matière formidable. Nos amis ont-ils des questions? Nous sommes, je signale, pour mesurer l'écho mondial de ce cycle de conférences que nous sommes suivis depuis New York aujourd'hui. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir tout le monde. Bonjour à New York. Il est 13h ici. Il est midi. Alors, y a-t-il des questions? Oui, des commentaires? Oui, Sarah. Personnellement, j'ai une question. Donc, vous avez démontré avec les lettres aux agences que la discrimination nécessite une intervention. Donc, comment envisagez-vous cette intervention?
Est-ce que c'est toujours à travers les lettres ou ça va s'appliquer autrement? Euh, alors ça, c'est une question intéressante, mais pas facile, en fait. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plusieurs formes de discrimination. En fait, il y a plusieurs mécanismes qui provoquent des discriminations. Alors, je l'ai dit, en économie, on a déjà une typologie un peu de mécanismes, mais on peut s'appuyer aussi sur ce que nous disent les psychologues, les sociologues sur les discriminations, sur le ressenti des discriminations, et on voit qu'il y a plusieurs mécanismes. Il y a effectivement donc de l'aversion pure, hein, le sexisme, l'agisme, le validisme ou le racisme. Et puis, il y a aussi des formes de discrimination qui ne sont pas liées du tout à de l'aversion contre tout ce qui est exogène, disons, mais au contraire à du calcul. Je discrimine parce que je fais une association entre telle caractéristique personnelle et votre aptitude, par exemple, à payer le loyer. Et je pense que, compte tenu de cette caractéristique que vous affichez, vous êtes peut-être un plus mauvais locataire qu'un autre. Parce que je fais un raccourci cognitif entre votre caractéristique et votre aptitude à payer. Et donc, le problème de ce raccourci cognitif, c'est un stéréotype. Les stéréotypes, ils peuvent être faux, mais parfois ils peuvent être vrais, et ils peuvent être inconscients, et ils peuvent être aussi conscients. Et donc, ce n'est pas la même chose de lutter contre le racisme, par exemple, et de lutter contre du calcul ou de l'information, en fait. Et ce n'est pas la même chose non plus de lutter contre quelque chose qui est parfaitement conscient et assumé. Il y a des discriminants qui sont assumés en tant que tels, mais il y a aussi des discriminants qui n'ont pas du tout conscience de discriminer, qui donc se sentent pas concernés par exemple, des actions de sensibilisation qui viseraient à changer les comportements, tel ou tel comportement. Et donc, l'idée, c'est qu'il est important de savoir quel type de discrimination on veut combattre pour mettre en face la bonne action publique. Et donc, ce n'est pas la même chose de combattre, disons, du racisme pur et de combattre du calcul, en fait, ou de l'information. D'un côté, il faut peut-être alourdir les sanctions ou alourdir la probabilité d'effectivité des sanctions, parce que je crois que c'est ça le principal problème en France, c'est le fait qu'on a un arsenal développé, hein, mais cet arsenal ne s'applique pas parce que, de fait, les tribunaux, d'abord, il y a très peu de réclamations, et puis quand il y a des réclamations ou des plaintes, elles finissent par il y a très peu de procès, très peu de jurisprudence. Et donc, la règle de droit, disons, ne s'applique pas. Le droit antidiscriminatoire n'est pas effectif. Et donc, il ne suffit pas d'alourdir le droit, il faut aussi le rendre plus effectif. Et puis, il faut aussi des actions de sensibilisation, voire de formation, parce que si on veut lutter contre la discrimination inconsciente, il faut aussi former. Donc, on a toute une action possible. Et moi, j'ai une approche assez cartésienne. Je me dis, d'abord, il faut mesurer l'ampleur des problèmes. Puis, il faut essayer d'interpréter la cause des problèmes. Et enfin, il faut essayer de mettre en face de la cause le bon traitement de politique publique. Et il faut sans doute que le traitement soit aussi dans son intensité proportionné à l'ampleur des problèmes. Bon, ce qui implique de faire à la fois de la mesure, de l'interprétation et, si possible, de l'évaluation d'action publique. C'est tout un programme, et c'est un peu le programme qui est le nôtre. Votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, Léa. j'aurais aimé savoir, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait très peu de travaux de testing en France à propos de la discrimination. Est-ce que vous auriez une explication par rapport à ça? Pourquoi en France on en fait peu? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce que vous avez une raison à ça? Alors, oui, bon, on est en retard par rapport, parce que le testing a surtout été développé dans des pays anglo-saxons. Hein, c'est d'abord aux États-Unis, au Canada, en Australie, beaucoup, et en Europe continentale, on y est arrivé beaucoup plus tard, en fait. Les premiers testings ont été faits par des associations, par SOS Racisme, en fait, qui s'est inspiré de la méthodologie scientifique pour faire des opérations de test avec ce qu'on appelle une méthode d'audit par couple, avec des vrais figurants, notamment dans l'entrée dans les boîtes de nuit. Mais les premiers travaux un peu statistiques, scientifiques, c'est simplement au début des années 2000. Moi, je pense que c'est les sociologues, hein, c'est lié à la construction même de la problématique des discriminations en France, qui est intervenue très, très tardivement
on est dans un pays républicain où le principe d'égalité, disons, est extrêmement prégnant et où donc l'idée même qu'il puisse y avoir des différences systémique de traitement selon telle ou telle catégorie est une idée qui a eu beaucoup de mal à s'imposer dans les débats publics. Et pourtant, les premiers travaux de mesure évidencent le fait qu'il y avait effectivement des différences de traitement importantes, récurrentes, persistantes, et donc il fallait mettre en œuvre non seulement de la mesure, mais aussi des réponses de politique publique. Excusez-moi. Merci. D'autres questions, Oui, j'avais remarques? une question pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous m'entendez? Oui, je ne sais pas qui parle, mais C'est j'entends. Adeline. Ah, Adeline, bonjour. Vous parliez de cette espèce de couvercle en fait, qu'on met sur les discriminations et le systémique qu'on ne veut pas voir. Est-ce que peut-être que ça pourrait éventuellement se régler si on mettait en place des statistiques ethniques en France? Alors, moi, je ne pense pas, hein, je ne pense pas du tout. En fait, pour une raison simple, c'est que, vous voyez, si on veut mesurer des discriminations, c'est-à-dire une différence de traitement dans un processus sélectif, les statistiques ethniques ne vont pas nous apprendre grand-chose, en fait. Parce que le fait d'avoir codé des variables, par exemple, le fait d'avoir la couleur de la peau ça ne renseigne pas sur les différences de traitement. Ça peut renseigner sur des inégalités. Et c'est très important. On va pouvoir dire il y a des inégalités entre les Noirs et les Blancs en France, par exemple. Ça c'est bien sûr très pertinent. Mais si on dit est-ce que ces inégalités sont liées à des différences de traitement subies par les personnes dans l'accès à des ressources, ben, les statistiques ethniques ne permettent pas de nous dire ça. Il faut vraiment conduire des opérations pièges du type testing. D'ailleurs, moi, je fais une observation simple, hein, c'est que dans les pays où les statistiques ethniques sont les plus présentes, les anglo-saxonnes, aux États-Unis en particulier, ce sont aussi les pays où on fait le plus de testing et depuis le plus longtemps. On a compris qu'effectivement, les statistiques ethniques, ce n'était pas un substitut aux données de testing, c'était plutôt un complément en fait, aux données de testing. Les statistiques ethniques, c'est une autodéclaration des personnes dans un recensement qui, sur la base de modalités prédéfinies, vont se positionner et positionner leur apparence ethnique en disant qu'ils sont caucasiens, qu'ils sont afro-américains. Et donc, c'est des données qui permettent de documenter les phénomènes d'inégalité entre groupes sociaux, mais ne permettent pas de documenter, mécaniquement, immédiatement, en tout cas, des discriminations. On a besoin des deux. Ok, merci. Moi, j'avais une question qui n'a pas beaucoup de rapport, mais je voulais savoir si vous avez mesuré des discriminations liées à l'identité de genre dans les travaux que vous avez pu mener, et si oui, quels sont les résultats, et sinon, pourquoi est-ce que d'autres l'ont fait? Oui, alors ça, c'est une bonne question. On a plus de 20 critères de discrimination. Si on regarde uniquement les critères juridiques, puis on n'a pas de raison de se limiter à ces critères, par ailleurs. On peut faire des tests de discrimination sur tous les critères intéressants. Et donc, chaque critère, c'est un chantier, a priori, de mesure. Hein. Et ce n'est pas du tout la même chose selon l'orientation sexuelle ou selon le sexe, par exemple. L'orientation sexuelle, elle est pas forcément visible, elle peut l'être, mais elle est généralement pas visible. Elle peut être plus ou moins manifestée par la personne, mais elle peut ne pas l'être. Hein. Et donc, il y a toute une problématique de réflexion. Enfin, a priori, l'orientation sexuelle, c'est pas forcément quelque chose qu'on met en avant dans l'accès à un logement ou dans l'accès à un emploi. Donc, ça paraît beaucoup plus compliqué de mesurer les discriminations selon l'orientation sexuelle. C'est très, très facile, dans le fond, ou selon l'origine. Et donc, ce que l'on fait dans la littérature internationale, il y a des travaux hein, qui ont été faits sur l'orientation sexuelle, c'est qu'on on utilise des signaux faibles. Donc, dans le CV de la personne, ou dans son dossier, disons, on va indiquer, par exemple, qu'il y a une participation dans une association qui serait, par exemple, une association pro-gay ou pro-lesbienne, on va dire, alors, ou bien il y a une activité de militance associée. Alors, nous, il y a une seule étude qui a été réalisée en France avec des méthodes de testing qu'on a faites. On a utilisé le fait que la personne mettait en avant qu'elle avait participé à l'organisation des Gay Games.
et donc il est trésorier dans les gay games. C'est ce qu'on appelle un signal faible, en fait, parce que ça ne veut pas dire que la personne est gay ou lesbienne, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il peut y avoir une proximité. Et donc c'est un signal faible, et avec ce signal faible, nous on n'a pas trouvé de différence significative de traitement sur le marché du travail entre les différents profils. Mais il y a d'autres études, notamment en Belgique et en Grèce, à Chypre aussi, qui, avec des signaux plus forts, on met en évidence des différences de traitement extrêmement fortes selon l'orientation sexuelle. Donc, il y a une difficulté supplémentaire, c'est l'intensité du signal qu'on envoie. Hein, et dans toutes ces opérations expérimentales, c'est super important de savoir quel est le dosage du signal qu'on teste. Et les résultats vont dépendre de ça. C'est pour ça qu'on fait souvent des tests en micro-format avant de faire des plus grands tests. Mais c'était un peu ma question cachée, en fait, c'était les limites du testing, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne peut pas juste tester des choses qui se voient, et du coup, est-ce que ça ne limite pas les possibilités d'études au final? On arrive, c'est ce qui intéresse les chercheurs. Hein, c'est les alpinistes, ils aiment bien les choses de plus en plus difficiles, quoi, en fait. Et donc, plus c'est compliqué, plus il va falloir trouver des astuces pour pouvoir mesurer, détecter les donc, je dirais presque au contraire, en fait, on va volontiers aller chercher des critères qui vont être difficiles à mesurer. Donc, l'orientation sexuelle, c'est en soi intéressant parce que c'est, a priori, c'est un sommet en termes de difficulté de mesure. Voilà. Et ce n'est pas le seul. Hein. En matière de discrimination, il y a beaucoup de sommets. Il y a surtout beaucoup de sommets qui n'ont pas encore été explorés. Fanny ? J'aurais une question par rapport à l'évaluation des mesures de lutte contre la discrimination. Est-ce que vous avez déjà mis en place des mesures sur des méthodes d'évaluation sur les mesures de discrimination positive? Oui. Notamment, on a. Alors, j'ai une difficulté, bien sûr, c'est que je ne peux pas vous parler des choses qu'on est en train de faire, et on en fait pas mal, très intéressantes. J'ai très envie de vous parler de ce qu'on est en train de faire, mais je ne peux pas en parler pour des raisons évidentes dans le passé, donc c'est moins intéressant pour moi, mais c'est comme ça. Et donc, notamment, on a accompagné l'évaluation des emplois francs. Les emplois francs, vous devez connaître, parce que c'est vraiment une thématique très, très urbaine. C'est une prime donnée à des employeurs qui vont recruter des personnes qui habitent en quartier prioritaire. Il suffit d'être demandeur d'emploi et d'avoir une adresse en quartier prioritaire pour bénéficier de cette prime, qui est d'un montant relativement élevé pour l'employeur. Et on a évalué donc, cette action de discrimination positive, clairement, protocole de tests répétés, où avant que la politique soit mise en œuvre dans sa phase expérimentale, on a fait des tests dans les quartiers d'expérimentation, et puis on a répété ces tests au fur et à mesure de la montée en charge de la politique, et on a montré que la politique n'avait pas d'effet sur le recrutement des personnes. Malgré que cette brillante démonstration, la politique a été généralisée à l'ensemble des quartiers prioritaires par le gouvernement, et donc où l'on voit qu'il est important de rester modeste quand on fait de la recherche. Merci. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question parce que l'heure tourne et qu'on a encore une troisième séquence pour cette séance? Non, il n'y a pas d'autre. Moi, j'en aurais volontiers une quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des... je disais donc qu'un chercheur n'était pas un policier et qu'il était donc logique qu'il n'y ait pas à ce stade, sur ce type de travaux, de conséquences judiciaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas, vous disiez que c'était des associations, et notamment SOS Racisme, qu'il n'y a pas ici ou là des tentations ou des velléités de donner d'une façon ou d'une autre des prolongements judiciaires à ce qui est démontré via les mécanismes de testing? Oui, alors c'est souvent une tentation des commanditaires qui, d'ailleurs, parfois ne voient pas toujours la différence entre un test judiciaire et un test statistique, alors que les deux opérations sont complètement différentes. C'est à peu près la même différence qu'entre du quali et du quanti, qu'entre de l'ethnographie, disons, et de la statistique en population générale. Et donc, effectivement, il y a cette tentation, mais moi, je crois qu'on peut y répondre de façon pertinente avec des qu'on peut très bien imaginer
faire un test statistique qui permet de mesurer l'ampleur des problèmes et lui coupler un test judiciaire qui permet d'administrer une preuve pénale qui va permettre ensuite de faire une action de politique publique encore plus saillante en poursuivant des discriminants qu'on a effectivement épinglés. Alors, nous, on a fait une opération comme ça, c'est l'opération dite Pirate, qui avait été financée par la ville de Paris. Et il avait été décidé donc de faire un test statistique, puis un test judiciaire. Dans le test statistique, en fait, on a eu beaucoup de mal à mettre en évidence des discriminations autour la problématique des mères isolées qui veulent prendre un appartement dans le parc privé parisien. On a eu de plus de 3 pièces, enfin, c'était assez touchy. Et après, le test judiciaire, lui, n'a pas réussi à épingler des discriminants potentiels. Donc, tout ça, c'est des opérations risquées, hein, et donc on n'est jamais sûr du résultat qu'on va tirer. Et surtout, les expérimentations, les évaluations expérimentales, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, techniquement, il est possible une production de connaissances à des fins de recherche, disons, avec le policier, disons, à des fins de répression, en couplant tests statistiques et tests judiciaires. Mais pour le moment, enfin, nous, l'essai qu'on a fait dans cette direction s'est avéré non concluant. Du point de vue du commanditaire, pas forcément de notre point de vue, puisqu'on a fait une publication. Merci Yannick. Donc je propose qu'on séquence de cette petite soirée en sollicitant les contributions du groupe des 14, on va les appeler comme ça, hein, les 14 étudiants qui ont contribué à préparer la séance, qui ne parleront peut-être pas directement de questions de discrimination, mais ne doit-on pas ou ne peut-on pas faire un lien entre les difficultés d'accès au logement dans l'agglomération parisienne, hein, dans le Grand Paris, de phénomènes discriminatoires. Alors, ils ne vont pas tous s'exprimer, hein, mais certains de leurs porte-parole vont le faire pour eux, mais je peux témoigner que tous ont contribué. C'est à Thomas, je crois, que je donne la parole en premier. Ensuite, les choses vont s'enchaîner pour présenter finalement l'expérience de 14 étudiants, d'un échantillon de 14 étudiants non représentatifs, pour lesquels, pour certains, ce fut compliqué, pour d'autres, ce fut facile, et pour d'autres, ce ne fut pas, puisqu'ils habitent chez leurs parents. Ouais. Ben, merci. Donc, comme expliqué, en fait, on a décidé, avec le groupe des 14, de calquer un peu tout ce qu'on avait dit avec nos propres réalités. Et donc, du coup, on a un peu synthétisé des récits personnels qu'on a classé en une partie qui a été difficile, enfin pour laquelle ça a été difficile de trouver un logement, une autre pour laquelle ça a été plutôt facile, et une autre pour laquelle la question ne s'est pas posée puisqu'ils n'ont pas eu à trouver de logement. Cette mise en récit de nos histoires personnelles par la partie des personnes qui ont eu du mal, et avec mon propre récit à moi. Et avec Lina, on alternera les récits. Voilà. Voilà. Moi, lorsqu'on cherchait un appartement, l'appartement dans lequel je suis, on était 3, mais pour du coup maximiser nos chances d'en trouver un, on disait qu'on n'était que 2. Et par la suite, lorsqu'on a voulu changer d'appartement, en fait, devenu auto-entrepreneur, et personne ne veut louer à quelqu'un comme ça parce que c'est trop instable comme statut. Alors, personnellement, étant étudiante étrangère, fraîchement débarquée après la rentrée, l'urgence a fait que j'ai dû tout de suite loger chez ma tante. J'y suis encore actuellement. Et avec la période particulière du Covid, il m'était difficile de chercher un job tout en étudiant, afin de payer justement le loyer d'une chambre étudiante. Ensuite, on a le récit de Fanny qui nous a dit un logement. Nous avons cherché un logement en doublant notre budget, puis en ajoutant un peu plus et encore un peu plus. C'était l'été et le marché parisien était saturé et des gens se bousculaient au portillon pour un logement à 900 € et 18 mètres carrés. Et une connaissance à nous libère une chambre de bonne dans le 17e de 18 mètres carrés au 7e étage d'un immeuble haussmannien sous les combles. Donc un logement étriqué et assez précaire. Et je ne suis pas sûr que tout soit aux normes, qui nous coûte finalement 500 €. Il y a aussi le témoignage de Yaya.
Ne maîtrisant pas les démarches pour avoir un logement en France, j'ai rencontré d'énormes problèmes au début. C'est au bout de 3 semaines de recherche que j'ai pu trouver une colocation. J'avais fait plusieurs visites presque pendant 1 mois entre Noisy-Champs, Torcy et Bussy-Saint-Georges. Mais après les visites, je ne recevais pas de retour favorable à cause des ressources du garant qui étaient insuffisants pour eux. Et enfin, on a le récit d'Asdine qui nous dit « Étant un étudiant étranger arrivant en Île-de-France sanitaire complexe, la recherche d'un logement n'a pas été aussi facile. À chaque fois, on était plusieurs à visiter le même logement et à déposer nos dossiers. Mon dossier n'était pas le mieux classé pour être accepté face aux autres qui ont déjà plusieurs garants et des jobs étudiants. Et après 2 mois de recherche, je me suis retrouvé dans une commune que je ne connaissais pas et dans un rayon de plus d'1 heure de l'école. » Bref, finalement, ces quelques récits personnels, ils viennent illustrer ce qu'on a décidé de problèmes dans l'accès au logement. Le premier, c'est que, on n'a pas de garant ou bien des garants aux revenus insuffisants par rapport à ce qu'attendent les propriétaires et à la concurrence avec les autres dossiers. Le deuxième problème, c'est que les loyers sont trop chers pour nos budgets. Et le troisième, c'est que dans certains cas, on est parfois victime de discrimination. Et donc, en réponse à ces problèmes, on a aussi identifié 3 solutions. Donc, la première, qui est la plus banque chance, donc c'est quand même assez dur de compter exclusivement dessus, mais ça compte quand même un petit peu. La deuxième de ces solutions, c'est le réseau, l'entraide et l'interconnaissance. Et enfin, la troisième, c'est l'excentration en banlieue, là où les exigences, au final, elles sont moins élevées. Je laisse la parole au groupe qui n'a pas rencontré de problème particulier. Oui, merci, c'est à mon tour. Merci pour m'avoir donné la parole. Donc, nous, on a regroupé nos récits, eu des facilités à trouver un logement. Et quand on a réfléchi, quand on a fait un retour sur notre recherche d'appartement, on s'est rendu compte qu'en fait, on a listé un certain nombre d'avantages qui nous ont permis, on pense, d'avoir un appartement facilement. Et aussi, on s'est rendu compte qu'on avait mis en place des stratégies, alors consciemment ou inconsciemment, pour également trouver un appartement plus facilement. Donc, dans ces avantages personnels, on retrouve tout d'abord les ressources financières qui permettent de consolider un dossier. Quand on est étudiant et qu'on cherche un appartement, il y a un salaire équivalent à 3 mois de loyer. Donc, évidemment, ce n'est pas facile à trouver, surtout en Île-de-France, au vu du montant des loyers. Ensuite, il y a l'interconnaissance et ce qu'on pourrait définir des ressources informelles. Il y a beaucoup d'entre nous donc, qui ont préféré loger chez des connaissances ou alors, comme Paul, qui a trouvé un appartement grâce à un ancien de l'école qui a rendu son appartement quand Paul en cherchait en début d'année. Il y a aussi la connaissance du terrain qui peut être un avantage quand on a grandi en Île-de-France ou quand on connaît bien la région, ça nous permet de savoir dans quel quartier ou dans quel arrondissement, dans quelle commune il vaut mieux chercher, vers quel réseau de transport et lesquels sont les plus performants. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait regrouper dans le capital social et la disponibilité et l'aide des parents. Ça a été le cas de Margot, par exemple, qui, grâce à ses parents, connaît les codes et les attentes des agences immobilières. C'est aussi un avantage d'avoir déjà fait une recherche d'appartement parce que ça nous permet de connaître tout ça. Un dossier à réaliser pour chercher un appartement, c'est quand même un sacré dossier. Donc, connaître les attentes et avoir déjà pratiqué une recherche d'appartement, ça peut aider. Et aussi avoir la disponibilité des parents, des garants souvent. Ça a été mon cas pour moi où ma mère s'est portée garant et elle a dû faire un aller-retour depuis Saint-Étienne pour venir signer juste quelques papiers pour se porter garant de l'appartement. Donc, c'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne les stratégies qu'on a mis en place, il y en a qui ont préféré se tourner donc, vers les connaissances plutôt que de se lancer dans une recherche d'appartement formel parce qu'ils savaient peut-être d'avance que ça allait être Michel et de Sarah qui ont préféré donc, habiter chez des amis de la famille ou chez la famille directement. On est beaucoup d'entre nous à avoir préféré faire une recherche d'appartement en banlieue parce que c'est un peu moins cher, on est un peu plus grand et c'est un peu moins tendu, donc on peut plus facilement trouver un appartement.
Il y en a aussi d'entre nous qui ont choisi une autre stratégie qui est de s'orienter vers les résidences privées, puisque ça permet d'une part de faire des visites à distance et aussi il y a une plus grande, il y a plus d'offres, donc peut-être une sélectivité qui est un peu moins importante. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait tous beaucoup misé aussi sur, et ça rejoint du coup la présentation, la préparation en amont du dossier et la planification des visites, prévoir un temps pour venir en Île-de-France pour faire les visites, bien s'habiller, préparer, imprimer son dossier ou le mettre sur clé USB avant la visite. Donc, pour conclure, on se rend bien compte qu'on n'est pas tous égaux face à la recherche d'un appartement. On a conscience que ça a été facilité pour nous, mais c'est grâce à des raisons et à des avantages qui sont personnels et que malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ça. Et je laisse du coup la parole à ceux qui n'ont pas eu de problème du tout. Du coup, merci Célia de me donner la parole. Du coup, nous sommes deux et on réside chacun du coup au sein de nos foyers familiaux. On l'a fait non pas par contrainte mais par choix. Parce qu'en effet, en ce qui nous concerne avec Camille, nos études ont eu la chance de se faire et d'être réalisées non loin de nos domiciles respectifs, donc à Champs-sur-Marne, parce que nous avons suivi le cursus de la L1 jusqu'au Master 1 à la même université. Et des facteurs aussi comme l'obtention du permis de conduire et la voiture qui nous permettent de nous déplacer plus facilement vers le campus ont été des avantages. Et de plus, nous sommes des habitants du périurbain et les transports collectifs, on sait qu'ils sont moins bien desservis dans nos communes et ça a rallongé ainsi le temps de transport. Et les villes périurbaines, de plus, elles sont aussi hyper agréables, très agréables à vivre, pardon, avec de nombreux espaces verts, des jardins qui permettent de s'aérer, avec surtout avec la situation sanitaire, pardon, ce qui n'est pas possible. Aussi, le fait de résider avec notre famille, ça nous permet d'être logés, nourris et blanchis. Et les frais qui prennent part à l'obtention d'un loyer dans son ensemble et à la nourriture, on a pu du coup les placer dans certaines dépenses comme les sorties, l'essence ou l'assurance de la voiture, ou encore des restaurants ou pour des économies futures, du coup. Et du coup, il est important aussi de signaler qu'on gère aussi un peu notre situation familiale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Même s'il est vrai que dans toutes les familles, comme dans toutes les familles, il y a des conflits. Mais nos parents ils sont aussi compréhensifs sur la liberté de vie dont on a besoin. Et on a aussi un peu notre indépendance au sein du foyer. Donc, on trouve des pièces de vie comme ça qui nous appartiennent et qui nous permettent d'avoir notre intimité, de travailler, mais tout en ayant l'avantage d'habiter chez nos parents et non pas dans un appartement. Et depuis, géographiquement, on est aussi. Donc, il y a aussi tous nos amis et la plupart de notre famille qui habitent proches de nos espaces de vie, un peu dans le périurbain. Et donc, c'est un avantage non négligeable, d'autant plus aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et du coup, prendre un appartement, ça signifie aussi de s'éloigner de nos domiciles familiaux et de ces cercles. Et du coup, ça ne nous a pas encouragé à prendre un logement, donc il aura fallu s'écarter de l'université. Donc, ce choix de vie réside aussi au fait qu'on n'était pas intéressé par le fait d'habiter dans le secteur de Champs-sur-Marne ou encore de chercher un appartement tout petit à Paris à un prix exorbitant. Donc, notre lieu de vie nous convient très bien. Il nous permet de nous aérer, de nous respirer et de se balader dans un air un peu plus sain qu'à Paris, surtout maintenant avec le confinement, ce qui est un peu compliqué. Et au vu de nos conditions familiales réciproques et de la proximité avec l'école, facilitée par la voiture, c'était pas utile de dépenser des frais en plus dans un appartement. Concernant Camille, elle pense accéder à un logement dès l'année prochaine au cours du Master 2, parce que pour le moment, le choix de la sphère familiale il est plus simple, mais après, elle recherche bien évidemment plus d'indépendance pour la fin de ses études, mais aussi pour commencer dans la vie active. Contrairement à moi-même, qui souhaite continuer à vivre au sein de son logement familial, ce sont les arguments que j'ai expliqués précédemment, mais je pense accéder à un logement dans quelques années, ici 2 à 3 ans, lorsque j'aurai finalisé mes études, obtenu éventuellement un emploi stable type CDD ou CDI, et j'aurai commencé à accumuler un petit peu de capital financier pour subvenir à mes besoins. Voilà, du coup, je souhaite faire les choses un peu, on va dire, proprement et pas trop galérer comme malheureusement certains de mes camarades ont pu le faire, pardon, et de vivre sereinement dans ce nouvel appartement. Du coup, voilà, donc on ne souhaite pas habiter dans un appartement ni par contrainte scolaire et géographique ou encore familiale comme certains, mais avoir un vrai lieu de vie qu'on aura choisi pour son environnement et son charme, donc pas par quelconque contrainte. Voilà. Merci Mickaël, merci à toute la troupe. Merci de vous être livré comme ça, c'en est même émouvant. Est-ce que quelqu'un a envie de commenter ce que nous venons d'entendre? Yannick. Je veux bien, là. C'est très, très intéressant. Vraiment, c'est une super séquence.
J'aimerais bien que mes études… Enfin, vraiment, je vais essayer de le transposer, ça, mais ça ne marchera pas hein, pour les économistes. Mais ce dont vous parlez, ce n'est pas vraiment des discriminations, en fait. Vous êtes… chacun des groupes était en dehors hein, de la problématique des discriminations. En fait, la difficulté, c'est bien sûr que quand on fait appel au ressenti des personnes, aux expériences vécues, victimes de discrimination, mais la difficulté, c'est que lorsqu'on est discriminé, on n'est jamais le mieux placé pour le constater. En fait, parce qu'on a… Discrimination, c'est une différence de traitement entre deux candidats. Quand vous accédez à un logement, vous n'observez pas les autres candidats en général. Et donc, vous ne pouvez pas établir le fait que vous avez été préféré à un autre sur la base d'un critère personnel. Donc ça c'est la difficulté de l'expérience, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut la compléter avec des tests. Surtout, les difficultés que vous avez évoquées, là, c'est pour vous montrer que c'est lié à des différences de budget. Et or, si vraiment le problème de l'accès au logement, les difficultés d'accès au logement sont liées à des problèmes de budget, donc de capacité à payer son logement, on n'est pas dans le registre des discriminations, en fait. On est dans le registre tout simplement de l'effet du budget, de la capacité à payer, mais pas dans celui de discrimination. Pour parler de discrimination, il faut raisonner à budget identique, justement. C'est quand, à budget identique, il y a une personne qui va passer devant l'autre parce que c'est un homme, parce qu'elle est née dans la Sarthe, je ne sais pas. Enfin, et donc, c'est toutes ces caractéristiques-là qui créent le phénomène discriminatoire. Et d'ailleurs, les solutions que vous évoquez, la chance, les réseaux d'entraide, le fait de partir dans de la relégation, l'excentration périphérique, c'est l'éloignement, voilà. Mais ce n'est pas vraiment des solutions pour éviter les discriminations, parce que si le problème auquel vous seriez confronté, c'est effectivement des propriétaires discriminants parce que, par exemple, ils sont racistes, ouvertement racistes, le fait de faire appel à un réseau d'entraide ou d'aller ailleurs, ça ne vous garantit pas le fait d'éviter les discriminations. Vous pouvez toujours être confronté à des discriminations. Ou les actions favorisantes qui ont été évoquées par le deuxième groupe, là, augmenter les ressources. Augmenter les ressources, ce n'est pas limiter les discriminations. Vous êtes en face d'un propriétaire qui a un comportement discriminatoire à la Baker, votre augmentation des ressources ne va pas avoir d'effet sur l'accueil du propriétaire. Hein. Il va toujours vous dire non. Une recherche plus ciblée, c'est pareil. Vous pouvez très bien vous surexposer en fait, à des propriétaires discriminants. Alors, la garantie de loyer, oui, ça peut être bien si on est en phase de discrimination statistique. Mais si c'est des discriminations par les préférences, ça ne fonctionnera pas. Hein. De même que chercher en banlieue ou bien s'habiller, ce n'est pas forcément efficace pour lutter contre des discriminations. Hein. Et enfin, sur le groupe des chanceux, les groupes de chanceux, alors, évidemment, il y a deux cas de figure hein, où il ne peut pas y avoir de discrimination. C'est quand il n'y a pas de demande. Si vous restez chez vous, vous ne voulez pas aller dans un logement, vous n'avez aucun risque d'être discriminé. Hein. Donc, effectivement. Hein. L'autre cas de figure, c'est quand il n'y a pas d'offre. Hein. S'il n'y a pas d'offre, il y a une telle pénurie d'offres qu'il n'y a pas de discrimination non plus. Personne n'est pris. Tout le monde est traité équitablement. Personne n'a de logement. Hein. Mais c'est entre les deux, bien sûr, qui nous intéresse. Alors, il y a un point qui m'a intéressé dans ce que disait Mickaël, je crois. Dit, nous, donc on reste chez nos parents, on ne prend pas d'appartement, et puis on est davantage mobile peut-être, on passe le permis de conduire. Alors là, c'est intéressant parce que vous pensez que votre situation ne vous expose pas aux discriminations, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas de discrimination en passant le permis de conduire? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas de discrimination, par exemple, entre les hommes entre les filles et les garçons face aux épreuves du permis de conduire? Vous savez, où le taux de réussite aux épreuves théoriques est le même pour les filles et les garçons. Par contre, il y a 10 points d'écart dans le taux de réussite entre les filles et les garçons au détriment des filles. C'est beaucoup plus difficile de passer le permis de conduire pour les filles que pour les garçons. Et donc, en passant le permis de conduire, on peut s'exposer peut-être, c'est un travail par ailleurs, sur justement l'effet du sexe dans la réussite au permis de conduire. Enfin, ce que vous croyez être des comportements qui vous libèrent du risque discriminatoire peuvent en fait vous surexposer à d'autres formes de discrimination.
Oui, merci beaucoup Yannick pour cette lecture de ce qui a été présenté. Je crois qu'on était tous conscients que on n'était pas en mesure, compte tenu de la maîtrise individuelle des uns et des autres, de mettre en valeur des mécanismes discriminatoires, de fait. Maintenant, on sait aussi que je pense la démarche révèle beaucoup plus des mécanismes inégalitaires que des mécanismes discriminatoires, ce qui n'est pas du tout la même chose, et que par ailleurs, peut-être y a-t-il aussi un certain nombre de mécanismes discriminatoires qui sont cachés et qu'on n'a pas vus, et qui ont peut-être aussi à voir avec ce qui a été répété par plusieurs, c'était intéressant aussi, c'est la question d'avoir les codes ou pas avoir les codes pour le marché. Adeline a levé la main avec virulence. Oui, non, c'était pour rebondir. En effet, je comprends que vous ne puissiez pas considérer ça comme de la discrimination, mais il y a aussi un problème de classe ou de niveau social. Enfin, quand voilà, du coup, vous avez rebondi avant moi, Monsieur Drian, mais voilà, le fait d'avoir les codes ou pas, ben, ça dépend aussi dans quelle famille on a été élevé ou dans quel pays, parce que forcément, quand on arrive d'un autre pays et qu'on vient en France, on n'a pas les codes parce que c'est pas notre. Donc finalement, c'est pas de la discrimination peut-être à proprement parler, mais il y a un phénomène inégalitaire de toute façon. Oui, mais alors, moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut bien distinguer inégalité et discrimination, parce que autant il y a des formes d'inégalité qui n'appellent pas d'intervention publique, autant les discriminations, ça appelle systématiquement une intervention publique. Une discrimination, ça prend à contre-pied vraiment, ça pose un problème éthique. Les principes fondamentaux du droit, en fait, ça heurte les principes fondamentaux de la morale, ça fait appel, enfin, ça met en cause l'intégrité même des personnes. Et donc, on doit lutter contre les discriminations absolument et fortement. Contre les inégalités, en fait, c'est plus compliqué. Il y a des inégalités sur lesquelles il faut lutter, mais d'autres qui sont des inégalités. Des inégalités, c'est une différence de situation. Il y a des différences de situation qui sont choisies par les individus et qui n'appellent pas d'action de politique publique. Donc moi, je suis à distinguer les deux phénomènes, et il faut lutter de façon différente contre les deux phénomènes. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous dire qu'attention, ne confondez pas. Vous n'êtes pas les seuls, en fait, parce que quand on discute, y compris avec beaucoup des collègues sociologues, et d'autres aussi, d'autres disciplines, qui parfois mélangent inégalité et discrimination, c'est pas le même. Moi, je fais un cours sur ces questions-là où je fais 3 cercles. Et ça, c'est l'espace de toutes les inégalités. Ça, c'est l'espace de toutes les discriminations. Mais en fait, il y a des discriminations qui peuvent se faire dans l'égalité, et il y a des inégalités qui peuvent se faire sans discrimination. Et puis, il y a un 3e cercle, c'est les injustices ou l'inéquité. Et en fait, il peut y avoir des inégalités qui ne posent pas de problème de justice. Il peut y avoir des injustices qui ne sont pas liées à des inégalités et des injustices qui ne sont pas liées non plus à des phénomènes discriminatoires. Donc, il faut séparer les 3 registres, les 3 catégories qui ne sont pas les mêmes, qui ne se mesurent pas de la même façon et qui n'appellent pas les mêmes réactions de politique publique. Jérôme ? Oui, merci. Je trouve très important et très intéressant de cette distinction, notamment entre discrimination et inégalité. Donc, je trouve que c'est intéressant et théoriquement et de façon opératoire aussi. Et en même temps, je suis sensible à une sorte d'interrogation sous-jacente sur les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Et finalement, je reviens à une chose que vous avez présentée, Yannick, vous avez dit il n'y a pas besoin de s'habiller bien. Mais il y avait dans les interrogations des étudiants la question du capital social et de savoir s'habiller bien, avoir les bons codes pour bien présenter. Et c'est peut-être là où il pourrait y avoir un lien, et ce lien-là, on pourrait le tester. Enfin, si j'ai bien compris, on pourrait tester l'effet de s'être bien habillé ou pas bien habillé en allant à l'agence. Est-ce que je me trompe ? Ah non, techniquement, effectivement, on pourrait le tester. Donc, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'audit par couple. On va utiliser des figurants, on va les habiller de façon différente. Il y a un article sur l'orientation sexuelle, par exemple, qui s'habille différemment. Il y en a un qui a une casquette disant « Vive les gays » et l'autre qui a une casquette qui dit « Vive le Texas ». Et comme ça, en plus, on permute les casquettes au fur et à mesure de l'expérimentation, et on a une façon de mesurer les discriminations
à l'encontre de l'orientation sexuelle avec des vêtements, effectivement. Donc, on peut très bien concevoir. Au passage, hein, toutes ces opérations sont quand même assez lourdes. Et donc, on aurait envie, une fois qu'on a compris comment ça marchait, on a envie de tout faire, en fait. Mais à chaque fois, c'est beaucoup d'efforts, c'est comme effort. Et donc, on ne peut pas non plus tout faire, en fait. Et donc, on cherche des sujets qui ont quand même une pertinence intrinsèque, qui correspondent à des questions des débats publics. Donc, on ne teste pas tous les critères de discrimination dans tous les domaines. On fait des opérations qui sont à chaque fois lourdes, parcimonieuses, et donc on fait les choses. Mais moi, je pense qu'effectivement, si on testait l'apparence physique, ou plutôt la façon de s'habiller dans l'accès au logement comme dans l'accès à l'emploi, d'ailleurs, ça fonctionnerait, hein, enfin, certainement. Nous, on teste les fautes d'orthographe, par exemple. Hein, on randomise des fautes d'orthographe dans nos messages. C'est un moyen de faire varier les signaux de qualité, et donc de pouvoir dire si les discriminations sont plutôt liées à des préférences ou plutôt liées à de l'information. Et ça marche très, très bien. Les fautes d'orthographe, ça pénalise énormément dans l'accès à l'emploi, et ça pénalise énormément aussi dans l'accès à un logement. Tenez-vous-le pour dit. Ça et les autres. Bien, je crois qu'on pourrait y passer la soirée, hein, et plus. Moi, j'aurais eu des questions aussi sur les grandes variations que je suppose en matière d'acception de la discrimination selon les pays, selon les systèmes, et sur la dimension judiciaire ou pas, jusqu'où elle va. Cette fameuse liste des critères qui ne cesse de s'allonger, est-ce qu'elle nous est propre enfin, bon, voilà. On pourrait en parler pendant très très longtemps. Mais je suis sûr qu'on trouvera d'autres occasions, parce que Yannick fréquente quand même assez régulièrement nos murs. Sauf s'il y a encore une dernière frustration de la part du groupe des 14 ou d'autres, je vous propose qu'on s'arrête là, après avoir Jacqueline. Voilà, depuis New York, Jacqueline. Oui, j'ai une question en fait, et c'est beaucoup dans le contexte américain et français. Vous avez mentionné l'intersectionnalité, qu'ici aux États-Unis, c'est un sujet dans lequel on travaille beaucoup par rapport à comment est-ce qu'on va traiter les problèmes. Et en France, même le gouvernement a dit voilà, que c'est un concept anglo-saxon, mais c'est évident qu'on a des questions liées à la discrimination. On ne peut pas nier voilà, qu'il y a des intersections entre les gens, entre la situation économique, l'égalité. Donc, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça, d'inclure l'intersectionnalité dans les analyses des discriminations? Alors, moi j'ai un point de vue très constructif, hein, on le fait. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, on fait des protocoles de testing dans lesquels on va tester simultanément plusieurs critères de discrimination. Par exemple, le sexe et l'origine. Par exemple, on va faire un test à 8 profils dans lesquels il y aura 4 hommes, 4 femmes, et il y aura un couple d'hommes, donc hommes-femmes franco-français, un autre avec des prénoms, des noms qui suggèrent une origine maghrébine, un autre avec des noms et des prénoms qui suggèrent une origine, par exemple, d'Afrique subsaharienne, et des noms et des prénoms qui suggèrent une origine asiatique. Et on fabrique nos 8 profils fictifs et on les envoie en réponse à des offres d'emploi. Donc, on a fait une étude comme ça et qui nous permet en fait, de mesurer quelles sont les pénalités. Est-ce que les pénalités du sexe et les pénalités de l'origine se cumulent de façon purement additive, ou est-ce qu'il y a plus que l'addition ou moins que l'addition dans le cumul des pénalités, ce qui est un moyen de traiter quantitativement le problème de l'intersectionnalité. On trouve des choses très intéressantes. Hein. On retrouve le fait, par exemple, donc, que la femme noire, enfin, ça fait référence bien sûr à Kimberly Crenshaw, qui est la figure de l'intersectionnalité aux États-Unis, que la femme noire est plus que pénalisée en fait par sa couleur par la couleur de sa peau et par son sexe. Il y a une pénalité suradditive pour ce profil-là dans certaines configurations, alors qu'au contraire, par exemple, la femme asiatique va avoir dans certaines configurations professionnelles des primes, une situation de sous-additivité des caractéristiques. Donc, c'est un sujet d'étude en soi, en fait, hein, l'intersectionnalité. Et on peut mesurer, on peut quantifier, en fait, le cumul des pénalités liées à telle ou telle caractéristique. Merci beaucoup cette fois. Je crois
On va s'arrêter. Il ne faut jamais mettre des choses trop longues sur YouTube. Mais c'est tellement passionnant que je pense que le public continuera à s'accrocher. Même si, merci beaucoup Yannick Lorty de vous être prêté au jeu, d'avoir apporté votre contribution à ce cycle de conférences. Merci encore au groupe des 14 et à bientôt.